Pendant la Seconde Guerre mondiale, en Guyane, une vingtaine de jeunes volontaires se réunissent en vue de devenir pilotes et de se battre aux côtés des forces françaises libres. Habité par une vision parfois mystique de la France, du rêve à la réalité, le chemin sera long. Certains Français, aveuglés par le désespoir, ont pu oublier 2000 ans d'histoire et penser que la voie du salut était la soumission à Hitler et à Mussolini. Mais la France est la France. Il y a en elle un ressort secret qui depuis toujours étonna le monde et qui n'a pas fini de l'étonner. J'étais au lycée avec, oui. Il y avait deux sections, il y avait la section A' et B. Et j'étais en A', beaucoup de mes amis qui sont partis comme pilotes pendant la guerre étaient en B. Les gens allaient en mathématiques et nous allions en latin. Mais nous nous rencontrions dans les disciplines communes. Nous étions au lycée et nous chantions Maréchal nous voilà, nous tapions sur la poitrine, nous avions les fêtes impériales, la fête de Jeanne d'Arc fêtée avec une jeune fille avec armure sur un cheval blanc et qui partait de la caserne au stade scolaire où il y avait des manifestations et nous étions Maréchal nous voilà, oui. La France était occupée par la Guyane. La Guyane, nous avions justement les représentants de l'État vichysoire, de l'État Pétain. Alors, c'était l'époque où il ne fallait pas écouter la radio Londres, il fallait écouter Radio Vichy. Si on n'avait pas le droit d'écouter, on était poursuivis, les gens étaient arrêtés. Il ne fallait pas être franc-maçon. À l'école, nous avions des manifestations où il fallait hisser le drapeau français tous les jours. C'était travail, famille, patrie, c'était plus liberté, égalité, fraternité. J'ai vu arrêter mon surveillant général, j'ai vu arrêter des francs-maçons, j'ai vu expédier des hommes politiques aux îles du Salut. Il y avait un commissaire de police qui faisait la chasse aux gens qui tenaient des propos un petit peu en faveur de Gaulle, etc. Si vous étiez avec des copains au coin d'une rue, une dizaine de personnes, c'était trop, on venait vous disloquer le petit groupe, etc., vous demander des comptes. Ma foi, c'était le régime dictatorial de Pétain. Pour nous, la France, c'était une vitrine. Pour nous, la France qui était à 8000 km, c'était quelque chose d'important, de grand, de noble, de tout. Alors nous étions enthousiasmés. Nous n'avons pas vraiment compris que la France ait pu être battue et que la France puisse être sous la botte allemande. Nous n'avions pas compris cela. Voilà en gros le scénario. Le scénario, c'est en 1940, la guerre va semer les confusions. La guerre va automatiquement entraîner une déperdition des forces, des énergies. C'est la catastrophe. L'armée française qui donc est brisée, est vaincue. Bon. Et donc, dans un premier temps, les Guyanais vont se rattacher à l'appel de Gaulle, qui n'a pas été entendu par tout le monde, mais qui est repassé une deuxième fois et qui, quelque part, catalyse donc le soutien à la France. Et la preuve en est qu'il y a 3 associations qui vont déposer une motion de poursuite de la guerre à la mairie, d'accord? Mais entre-temps, Schott et le gouverneur va commencer à installer le régime de Vichy, progressivement. Et puis, entre les cérémonies, la militarisation, l'embrigadement, les églises, les écoles, on finira par étouffer toute velléité. Et ça va durer jusqu'en 1943. Moi, je voulais être avocat, parce que j'avais eu l'occasion d'assister à 2 ou 3 procès d'assises, comme les gosses à l'âge de 12-13 ans aiment bien faire, se rendre au palais de justice les jeudis, les jours où on ne travaille pas, on n'avait pas classe. J'ai trouvé ça formidable et ça m'avait un petit peu accroché, ça m'avait sensibilisé. J'avais pensé que j'aurais pu être avocat un jour. Finalement, les choses ont tourné différemment parce que tout début 1943 est né ce projet de Maître Darnall
de rassembler, de grouper quelques jeunes pour essayer de lancer de l'aviation. Alors Maître Darnall, c'était un grand avocat, je crois qu'à l'époque il était bâtonnier d'ailleurs, et qui était également une personnalité politique. Il était président du Conseil général. Et c'est à ce titre qu'il avait les moyens, justement, administratifs au moins, et le pouvoir politique également, de constituer une élite, pour plus tard une élite guyanaise. Parce qu'à l'époque, l'aviation c'était une élite, le pilotage c'était une élite dans l'élite. Alors c'est ça qu'il a voulu pour nous. Et quand on m'a communiqué ce projet, j'ai dit, ben voilà ce qu'il me faut. Début 1943, les Alliés ont commencé à enregistrer des succès militaires significatifs. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, les troupes anglo-américaines sont en passe de s'imposer définitivement face aux troupes de l'Axe. En Russie, l'armée allemande capitule à Stalingrad. Près de 100 000 soldats partent en captivité. Bientôt, le bombardement stratégique anglo-américain pilonnera systématiquement l'Allemagne et détruira, mois après mois, son potentiel industriel. La bataille de Midway a déjà inversé le cours de la guerre dans le Pacifique. J'ai des raisons d'affirmer qu'en demeurant présente à la bataille, la France sera présente à la victoire. De nombreuses colonies françaises sont libérées ou se rallient spontanément à la France libre. Sous l'égide du gouverneur René Weber et de son maire Ulrich Sophie, Cayenne, minuscule capitale d'un territoire du bout du monde, commence à ressentir le poids des restrictions alimentaires. Le 17 mars 1943, une manifestation de lycéens entraîne le ralliement de la Guyane à la France libre. C'est à l'école qu'a commencé ce mouvement, oui. Pendant la cour de récréation, on trouvait que ça tardait trop, que personne ne bougeait. On savait bien que les hommes politiques se réunissaient et tout ça, mais on ne voyait rien de concret. On a décidé de brusquer les choses et nous avons fait le mur. Mais il y avait donc Jean Youfat, Maurice Akiupou, Maurice Marchenet, Ernest Epailly, il y avait donc Plénette. L'idée nous est venue d'aller voir le consul américain parce que nous pensions que c'était lui qui pouvait déclencher quelque chose pour nous. Eh bien, il n'est pas descendu, il nous a parlé de son balcon en nous disant qu'il était très content de notre manifestation, mais qu'il n'y pouvait rien, qu'il fallait que nous allions nous adresser au gouverneur. Nous nous sommes dirigés vers le gouvernement. Et au fur et à mesure, comme on criait vive la France, vive de Gaulle et tout ça, vous comprenez qu'on ameutait tout le quartier. Et il y avait des dames qui criaient nous voulons du pain, nos enfants sont faim. Ça nous faisait rigoler, nous les étudiants, mais on les emmenait avec nous. Et arrivé sur la place des Palmistes, la police municipale et tout ça a été alerté, et les élus ont été alertés, le gouverneur est venu sur le truc, et on nous a soustrait, on nous a effacés. Voilà. Ce sont les gamins qui, sans le savoir, spontanément, avaient libéré une solution. Mais entre-temps, tous les politiques s'en montent au créneau, c'est moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Dans la nuit se tient la réunion des notables, et ils vont se battre pour savoir qui sera nommé le président du comité de ralliement. Yafreché, la veille, il avait les armes contre les manifestants, on n'en veut pas. Darnall, on ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Tout ça. Eh bien, on dit, écoutez, on reprend le même maire qui était là, Sophie Ulrich. Et le gars se retrouve maire au ralliement. Mais le maire sous Vichy, celui qui a fait des panégyriques sur la politique maréchale, nous voilà, c'est Ulrich Sophie. Et en l'occurrence, l'épuration n'aura pas lieu. Les fonctionnaires seront les mêmes. Ça explique les difficultés qu'ont eu donc les jeunes engagés à partir pour la France métropolitaine, les vexations, les humiliations, les brimades qu'ils ont subies. Cela explique qu'on a mis du temps à libérer les premiers résistants qui étaient donc déférés sur les îles du Salut, et que toutes les lois, toutes les panoplies de sanctions, de répression à l'égard des francs-maçons, à l'égard des Israélites, des étrangers, aient eu du mal à être annulées. Eh bien, à cette époque-là, je devais avoir 10-12 ans.
À Cayenne, on vivait comme une grande famille. Tout le monde se connaissait à Cayenne. Hein. Tout le monde se connaissait. Cayenne n'était pas grand. S'il y avait 2000 personnes, c'était beaucoup. J'ai su comme ça par la voix du peuple, quoi. Les radios-trottoirs, comme on dit en Afrique. C'est que un tel s'était engagé dans l'armée de l'air et qu'il devait partir. À tel point que certaines personnes rigolaient et disaient ah, lui, il s'engage dans l'armée de l'air, mais quel genre de pilote il fera? Parce qu'on voyait plutôt les engager dans l'armée de terre que l'armée de l'air. Surtout que, d'après tout le monde, l'aviation était réservée pour les Blancs de France. Et alors pour les Outre-mer, être pilote, c'était quelque chose de sensationnel. Et puis en réalité, ils sont arrivés quand même à être pilotes. Alors nous sommes ici sur la place du Coq, au marché de Cayenne. Nous sommes en face du quartier où se trouvait le commerce de mon grand-père. Et notamment, vous voyez la belle bâtisse qui me rappelle mon enfance et surtout ce que me racontait mon père. Contrairement aux avis de son père, il réunissait ses amis dans le grenier. Et justement, dans toutes leurs lectures, il lisait souvent les glorieuses batailles du passé de la France, quoi, des armées françaises, etc. Et donc, il ne comprenait pas que la France s'était soumise à l'Allemagne. Ferveur pour la France. Ah oui, certainement plus qu'en France elle-même. Quand je suis rentrée en 6e, l'histoire de France, je la connaissais par cœur, racontée par mon arrière-grand-mère, par mes parents. Ils nous racontaient tous les Vendéens, les Chouans, la Révolution française, Henri IV, le panache blanc et patati, tout ça. Je le connaissais en 6e. Quand je suis rentrée à l'école, je connaissais mon histoire de France. Je n'avais presque pas besoin d'apprendre. J'étais la mère patrie. Quand on est jeune, on a cet esprit romanesque, cet esprit rêveur, et puis on a envie d'être acteur d'un événement. Et son père est un commerçant très connu, très apprécié de la place, c'était un des notables de la cité. Donc il était appelé à un très bel avenir ici, et le père voyait très mal que son fils unique partait à l'étranger se battre contre un ennemi qu'il ne connaissait pas. Cayenne était la petite capitale d'une colonie oubliée, ce que ressentaient assez durement les habitants de Cayenne, qui étaient très formés à la culture française, très fiers d'être français. Petite élite formée de beaucoup de fonctionnaires locaux, fonctionnaires coloniaux, beaucoup de commerçants, souvent diplômés, et qui avaient à cœur surtout d'apporter leur part à la libération de la France, de montrer qu'ils étaient aussi français que les métropolitains, parce qu'il y avait peut-être quelque part une espèce de complexe d'être dans cette colonie oubliée, dans ce statut colonial, considéré un petit peu moins français que les autres. Bien évidemment, en Guyane, on avait une vision totalement idéalisée de la France. Mais ça allait beaucoup plus loin que ça, parce que le bourrage de crâne avait fini par donner l'idée à un certain nombre de Guyanais, l'idée qu'ils étaient des citoyens à part entière, comme l'avait déclaré la Deuxième République en 1848, et qui adoptaient, parfois jusqu'aux tics, les plus désagréables des tenants de la colonie. C'est ainsi que, dès la fin du XIXe siècle, l'école coloniale était devenue le rendez-vous des Guyanais, des Guadeloupéens et des Martiniquais, et qu'on y a formé nombre d'administrateurs des colonies, lesquels allaient en Afrique avec la conscience d'être de grands civilisateurs, eux-mêmes colonisés, allant coloniser les autres. Les Guyanais, en tant que citoyens français, élisaient un député à l'Assemblée nationale qui votait des lois qui s'appliquaient à la métropole
mais ne s'appliquait à la Guyane que selon le bon vouloir du gouverneur. Alors certes, existait un pouvoir élu qui était le Conseil général, mais le véritable homme fort de la colonie était un gouverneur qui était nommé par Paris. En étant même citoyen français, mais subissant le statut colonial, il se sentait un petit peu moins français que les autres. La Guyane, dans le fond, jusqu'à une période très récente, c'était une bande de terre qui longeait l'océan, entièrement enfermée par la forêt vierge. De plus, à partir du 19e siècle, on a fait de la Guyane un bagne, alors qu'elle était déjà très peu peuplée. Jusqu'à une période récente, il n'y avait guère que 40 000 habitants en Guyane. Le bagne n'a fait qu'accroître les difficultés de ce pays qui fait pourtant 1/5 de la France. Lutter contre l'adversité, c'était tout simplement essayer d'exploiter un territoire dont la dimension était sans commune mesure avec le nombre de gens qu'il y avait là-bas. Me boy, me boy, me boy, me boy, me boy, me boy, me boy. Pikin te yandi azume pina ya pikin, te yandi azume pina uwa pikyo, te yandi ya azume pina ya. Me boy, me boy, me boy, me boy, me boy, me boy, me boy. Afiba kwa si kwa mi o, ayo ba ya ba o, no no ba mi mama. Yeah, boy, yeah, boy, ayo ba kwa mi. Quand nous avons fait l'acte d'engagement, on nous a dit non, il n'y a pas d'aviation en Guyane, on ne peut prendre votre engagement que pour l'armée de terre. Alors nous avions des camarades, peut-être un peu plus âgés, qui étaient partis dans la marine, d'autres qui étaient engagés dans l'armée de terre. Alors là, on a dit non, on ne veut pas de ça, etc. Alors on a trouvé, par le biais de Bedernal, justement, c'est un juriste, la formule engagement dans l'armée de terre au titre de l'aviation. C'est une astuce juridique, certainement, mais enfin qui a payé. Alors ça a été accepté comme ça, et nous avons été incorporés en juin-juillet 1943, tout de suite. Et là, nous sommes partis de Guyane en Martinique avec l'armée de terre, avec l'espoir de verser l'aviation. Mais là, maintenant, a commencé, c'est confirmé plutôt, toute cette résistance qui s'opposait à nous pour passer vraiment dans l'aviation. Passé à la France libre en juillet 1943, la Martinique et la Guadeloupe constituent un contingent d'engagés volontaires appelés à combattre pour la libération de la France. Le 15 octobre 1943, après une interminable période d'attente et de confusion, le petit groupe de prétendants pilotes s'embarque à Cayenne pour rejoindre le lycée Schœlcher de Fort-de-France, où les effectifs du futur bataillon de marche antillais numéro 5 sont déjà regroupés. Je me souviens très bien quand ils sont partis, parce que tout Cayenne allait les embarquer sur le bateau quand ils partaient. Et puis les parents pleuraient, bien sûr, parce que leur fils partait à la guerre. Et puis les amis proches et tout, quoi. Mais c'était un moment intense et très spécial, quoi. C'était mémorable. Alors en Martinique, on a dû rester 4 mois en Martinique. On était bien accueillis par la population, hein. On était bien intégrés. On nous appelait les petits Guyanais. C'était le groupe, c'était les petits Guyanais. Après, ils nous ont appelés les petits aviateurs ou quelque chose comme ça. Alors là, on s'occupait, on s'emmerdait finalement. On n'était pas dans l'aviation, on était dans l'armée de terre, le bataillon antillais numéro 5. On restait là, on faisait l'école du soldat. On montait et démontait des armes, on apprenait à ce que c'était qu'une mitrailleuse, etc. On faisait des marches. On a fait une marche Fort-de-France-Saint-Pierre,
dont j'ai souvenance parce qu'on est rentré de là avec des ampoules, mots d'eau, etc. Parce que nous, on portait les sacs, les machins, trucs au dos. Et alors que les officiers étaient à cheval, alors on a bavé. Ça fait quelque chose comme 47 km quand même, une histoire comme ça. Ils sont logés au lycée Schellcher. Je le sais parce que je rentre justement à ce moment-là en 6e au lycée Schellcher. Et ils occupent le dernier niveau. Il y a 3 niveaux pour le lycée Schellcher. En premier, l'administration. Le second, il y avait les élèves. Et puis le 3e étage, c'était l'internat avant. Mais bon, il y a là l'armée à partir d'octobre 43, si bien que moi je peux pas entrer en internat. Bon, on les voit de temps en temps, mais on n'avait pas de contact évidemment avec l'armée. On n'avait pas de contact. On prenait la garde le soir, sentinelle, devant la maison la villa du général, devant la préfecture, devant ceci, devant cela, voilà. On faisait les imbéciles, quoi. On perdait notre temps. Plusieurs fois, dont une première fois déjà à Cayenne. On nous a demandé d'abandonner l'idée de l'aviation, de faire un engagement carrément pour l'armée de terre. Toujours guidés par Darnall, nous avons refusé. Aux Antilles, on nous a reposé la question. Et une fois ils sont allés plus loin, ils nous ont mis le papier à chacun sous les yeux, dire écoutez, vous signez pour l'armée de terre, etc. Quand on a refusé, nous étions à l'époque en Martinique, on était basés au lycée Schellcher. Pour nous sanctionner, on nous a envoyés au Fort Deuzé. Et là, nous n'avons pas modifié la formule. Les interventions ont été faites par Darnall, je ne sais pas à quel niveau. Cette sanction étant levée, on nous a fait réintégrer le lycée. Et cette fois, on nous a versé en compagnie de commandement. Donc nous étions déjà un petit peu à part du reste du bataillon antillais. Alors, sur les quais de Martinique, on allait se balader. Sur les quais, on a dit, mais il y a cette bande de ces gros colis sous les bâches, etc. C'était bâché. C'était pas dans les caisses, c'était des bâchés. Alors, un beau jour, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors, curiosité, on a soulevé les bâches. On a vu c'était des avions. Alors, en plaisantant, on s'est dit, mais voilà, c'est nos avions qui nous attendent demain. Mais on n'en savait rien. On n'en savait rien. Ce sont des P-36 qui ont été sauvés de l'armistice. Lorsque la France a signé l'armistice, ils ont sauvé tout ce qu'ils ont pu sauver. Alors les petits avions P-36, on les a envoyés en Martinique. Ces aéronefs seront débarqués et ils vont arriver là où nous sommes aujourd'hui, à la Pointe des Sables. Et ceux qui y étaient de l'époque vous racontent que les moteurs étaient démontés, les ailes, un véritable, si vous voulez, un jeu de Lego, ils avaient tout démonté. Dans la tête, on faisait circuler que les Allemands pouvaient arriver en Martinique. On avait inculqué à la population de Fort-de-France l'idée d'une attaque, si bien qu'on avait creusé sur la savane de Fort-de-France des tranchées pour ce qu'ils appelaient la défense passive. Et ces aéronefs étaient surveillés par les Américains, par les Britanniques, par les Anglais qui surveillaient la zone. Il y avait des visites régulières. C'était en permanence une inquiétude. J'espère qu'ils ne viennent pas dans l'espoir d'utiliser des avions qui sont stockés à la Martinique depuis juin 40 à peu près, parce qu'ils sont hors d'état de servir. Mais en fait, ça fait beaucoup d'histoire à l'époque. Ces avions, une centaine d'avions, enfin bref. Ces avions sont restés là, mais sans pouvoir servir à quoi que ce soit. Il n'y a pas de piste. Et effectivement, vous savez, quand nous sommes arrivés à l'école de pilotage au Maroc, on les a retrouvés, c'était les mêmes. Et les numéros et tout, exactement les mêmes. Il faut dire une chose, c'est que ces avions étaient détériorés quand même. Hein. Ceux qui étaient en Martinique, sous la pluie, au bord de la mer, c'était pas ce qu'il fallait. Et bien vous savez, on a des mécanos qui ont fait des miracles. Hein. Ah, les mécanos ont réussi à faire voler ça. Et ils volaient. Les missions pouvaient être remplies. Alors que c'est des avions qui auraient dû être condamnés, hein, normalement. Le 12 mars 1944, l'heure du départ a sonné. Le groupe des volontaires pilotes s'embarque sur l'Oregon vers un avenir incertain. Ils naviguent en compagnie du bataillon de marche antillais numéro 5 à destination de Casablanca via les Bermudes. Ils sont partis un dimanche matin, autant je me rappelle. J'étais en pension chez mon oncle, qui est un ancien combattant, lui aussi un patriote extraordinaire. Je suis descendu à 5 h du matin pour les voir partir à 5 h
sur la savane, bon, ils allaient prendre le bateau. C'est un spectacle, je dois dire, ça m'a frappé quand j'étais membre, quoi. Quand on nous a dit, à Fort-de-France, préparez-vous, on part. Alors bon, tous les camarades, pas d'autres groupes quand même, commençaient à faire la fête, etc., parce que tout le monde voulait aller se battre. Mais où est-ce qu'on va, personne ne sait. Destination inconnue, c'était le secret. Il y en a qui ont pensé que c'était au Maroc, effectivement. On est parti sur l'Oregon. C'était un cargo transformé en bâtiment de guerre. On a eu 25 ou 26 jours de mer. Tous les matins, il y avait un petit croiseur français. Ça, c'était touchant. Il venait à une quinzaine, vingtaine de mètres, il hissait le drapeau. On se faisait bonjour comme ça avec la main, et puis il repartait au large. Au milieu de tous ces bateaux qui étaient de toute nationalité, la France venait saluer la France. C'était une période où on ne pensait même pas à serrer les fesses, mais on aurait dû faire parce qu'il y avait un vrai danger. Attaques en surface. Attaques en plongée. Le bateau voyageait en zigzag, bien sûr, il y avait les sous-marins dans les parages. Un copain ne quittait pas son hamac, ni de jour ni de nuit. Et alors, le jour où nous sommes arrivés aux Bermudes, on a insisté, il est quand même venu sur le pont, amaigri, blanc comme, jaune comme du soufre plutôt. On l'a amené un peu au soleil, il a vu le soleil des Bermudes, il est retourné se coucher, on est reparti. Et le convoi nous a déposés à Casablanca, et l'après-midi, il paraît qu'il a été attaqué à Gibraltar. Mais au grand soleil de l'Afrique du Nord libérée, ceux de ses fils qui avaient pu échapper aux pays asservis se reconnaissent, se regroupent et s'entraînent dans l'enthousiasme et dans l'espoir. C'est au Maroc, pays des mirages, que le mirage de la victoire va briller désormais pour ceux qui ont choisi de servir dans l'armée de l'air. À Fès, à Mazagan, à Kasbatadla, à Agadir, à Marrakech, des chefs qui ne ménageront ni leur science ni leur dévouement vont former pour les combats futurs ces jeunes apprentis de la gloire. Mon père est parti en même temps de Fort-de-France avec l'ensemble des élèves pilotes engagés, enfin des Guyanais engagés à destination du Maroc. Mais à un moment donné, mon père a eu la désagréable surprise d'être dérouté vers Marseille pendant une période de 2 mois et a été intégré directement à la Légion étrangère parce qu'il portait un nom asiatique. Et il a fallu l'intervention de Maître Darnal pour qu'il puisse réintégrer le groupe au Maroc. Quand nous sommes arrivés à Casablanca, nous sommes partis tout seuls pour aller au centre de recrutement de Casablanca de l'aviation française. On s'est mis en rang, colline par deux. On est arrivé à pied, sans aucun gradé, sans rien. Les types ont été étonnés quand ils ont vu arriver au centre 209. Ils disent, mais comment vous êtes arrivés seuls? Il dit, oui, on nous a dit de nous rendre là. Nous sommes rendus là. Il dit, comment un rang serré comme ça, avec cet ordre impeccable? On dit, oui, ils ont été étonnés. On nous a réunis dans un camp, là, et quelques temps après, on nous a dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? De l'armée de l'air, moi j'ai dit, je veux faire la mécanique. Il y en a qui ont des pilotes et tout ça. C'était un lieutenant qui nous a dit, vous irez tous à l'école de pilotage et puis après on verra. Parce qu'on a besoin de pilotes. Bon, alors 2 ou 3 jours après, on nous a envoyé à Rabat passer la visite. Tous ceux qui ont été admis ont été envoyés à Kasbatadla. J'ai été passer une visite médicale en ce qui concerne les aptitudes de l'aviation. C'est là qu'on m'a dit, vous êtes un peu petit, monsieur, vous avez des jambes un peu courtes. Alors je choisissais autre chose. On me dit, mais oui, mais prenez la radio. Et ce qui fait que j'ai pris la radio. J'ai au moins une douzaine de Guyanais et de Martiniquais. On nous envoie à Blida. La première des choses qu'on fait à Blida, on nous colle dans un garage et on servait par la suite de garde pour les putains, c'est-à-dire garder les femmes de Bousbillon.
c'est un quartier de femmes. Mais il fallait que ça soit géré par les militaires pour que ça marche bien. Ce que je retiens, c'est que j'ai perdu du temps passé. Pour vous dire franchement, je suis rentré dans l'armée, c'était pour se battre. Et je vois que, à un certain moment, j'ai manqué de déserter. Pour aller où? Dans l'armée américaine, où on avait fait la connaissance d'un capitaine. On en a parlé, on a dit comment, on est en train de végéter, on n'est pas là pour ça. Ouais, c'était quand même, attention, c'était un petit peu gros, hein. Mais il n'y a rien eu, alors finalement, on gardait les femmes. La Guyane, ça a un joli jardin, petit guimper qui flogue à son type. Quelle batade là, le ciel est bleu, etc. Il n'y avait pas trop de vent, c'était impeccable. C'était un centre de réentraînement. C'était pas une école de pilotage. Ça a été transformé en école de pilotage pour nous accueillir. Et là, on a retrouvé des gens qui avaient rejoint le Maroc par l'Espagne, qui avaient fui l'occupation, et qui se sont réentraînés en même temps que nous. Il y avait une dizaine de types comme ça, mais des gens qui étaient déjà des pilotes, ceux-là. Pour ces garçons dont la carrière avait été tragiquement interrompue en juin 40, c'est l'aviation enfin retrouvée, c'est la grande ivresse. Il s'agit de bien se tenir et de bien tenir son avion, car il n'y a pas que le moniteur qui vous surveille, il y a aussi les petits copains qui sont restés en bas et qui n'en perdent pas une bouchée. Mais c'est assez curieux de voir à quel point ces gens avaient perdu toutes les connaissances qu'ils avaient acquises pour le pilotage. Ils n'arrivent pas à décoller droit. J'étais étonné de ça, des types qui avaient un certain grade, c'est des gens qui avaient un certain nombre d'heures, ils n'arrivaient pas à décoller droit et ça faisait une interruption de 2 ans, 3 ans. Ah, ils ont réappris tout ça, mais bien entendu, plus vite que nous. Dans cette école, il n'y a pas de chahut, pas de boulettes en papier mâché. Ce sont de graves études, dont le sang sera souvent le prix et dont la récompense doit être la libération de la France. On n'a pas volé tout de suite. On a commencé les cours théoriques. Les cours théoriques, ça a duré 2-3 mois. Et tous les jours, on attendait de pouvoir voler. Alors, cours d'aérodynamique, cours de mécanique avion, mécanique moteur, mécanique instrument, navigation aérienne, identification. Il fallait identifier les avions à grande distance, etc. On voyait juste des silhouettes, des machins. On avait des cours. C'était fastidieux, cette affaire. Et c'était important, vraiment, parce qu'on s'orientait vers les opérations de guerre, quoi. Alors, quand on a décidé que nous allions commencer à voler, bien sûr, c'était la fête. On a reçu les combinaisons de vol, les casques, etc., les lunettes, enfin, tout l'équipement. Alors, tout le monde était fou de joie. Alors, le lendemain, double commande, baptême de l'air, sur le Morane 315. Alors, Morane 315, le passager est devant, et le pilote est derrière. Alors, on a fait des vols comme ça avec les moniteurs, pour nous montrer le terrain, nous montrer ce que c'est qu'un avion, comment ça décolle, comment ça atterrit, quelles sensations, etc. Et ensuite, on a commencé à nous lâcher le manche. Et puis ça a été le lâcher. J'ai été le premier lâché d'ailleurs du groupe. La première sensation, c'est dit merde, vraiment je suis en face de moi-même là. Il n'y a plus un type pour attraper si je fais une connerie. Bon bah, j'ai pas voulu montrer que je me dégonflais. J'avais pas confiance en moi. J'ai dit mais pourquoi il me fait ça si vite? Pourquoi moi? Toute la piste, tout le monde suit, tout le monde a les grands yeux sur l'avion qui va décoller, c'est pleiné, c'est pleiné. Bon, ça se passe très bien. Atterrissage un petit peu haut. Pour corriger ça, je redémarre, on me fait redémarrer, faire un autre tour. Mieux, satisfait, je quitte l'avion, voilà le lâcher. On allait voler tous les matins, et puis l'après-midi, on était au repos parce qu'il faisait tellement chaud qu'il fallait faire la sieste l'après-midi. Et il faisait tellement chaud que nous ne pouvions pas rester dans nos chambres, dans les chambrées, quoi. C'était des grandes chambrées quand même. On prenait les paillasses, on mettait dehors, on les arrosait d'eau, tellement il faisait chaud, et on se couchait à poil. Malgré ça, on n'arrivait pas à dormir. Vous aviez eu 46 à l'ombre le matin, et la nuit, ça descendait à 7-8. Hein. Je croyais qu'on allait au paradis, finalement, on était en enfer. C'était l'enfer. La Guyane gagne toute façon pied bois, bois serpent, bois paquet, bois cap. Mon père, comme l'ensemble des jeunes Guyanais qui étaient donc partis avec lui, ont connu le mépris des
de ceux qu'on appelait à l'époque les pieds noirs. Ces gars-là, il les considérait comme, contre guillemets, les bougnoules. Et il leur avait tout simplement dit que les Guyanais n'auraient jamais pu conduire un avion. Alors ça les avait irrités et certains sont même arrivés aux mains, malheureusement. Mon père, comme ses amis, ne comprenait pas le comportement des pieds noirs, parce qu'en Guyane, il n'y avait pas ce type de comportement. Tout le monde se connaissait, se respectait, tout le monde vivait en bonne convivialité, d'autant plus que ce n'était pas comme aux Antilles où il y avait la caste des Békés et les Créoles, par exemple, et les Indiens à côté. En Guyane, il n'y a jamais eu ça. Donc ils ont été surpris par ça, ça les a heurtés un petit peu. En Guyane, on n'a pas de complexe à l'égard des Blancs, tout simplement parce que la population était composée à la fois de gens de couleur, de colons blancs, de petits blancs, mais aussi de bagnards blancs, qui étaient quand même très nombreux. Il y a plusieurs milliers de bagnards. Ils étaient enchaînés et soumis à des travaux, parfois d'une extrême rudesse, dans des conditions telles qu'elles étaient plus que comparables à celles des esclaves. Donc on ne considérait pas d'une manière ou d'une autre que les Blancs puissent avoir une supériorité intellectuelle ou autre, ou quelconque. Dans le fond, les Guyanais ont eu la possibilité de constater qu'il y avait plus misérables que les nègres. Après qu'ils aient prouvé leur valeur et qu'ils aient reçu leur brevet de pilote, tout s'est atténué. Parce que, par exemple, mon père avait un copilote qui était pied noir, donc c'était devenu son meilleur ami. Après la guerre, ils se visitaient communément, soit mon père allait en France les voir, soit ils venaient ici à la maison passer des vacances avec mon père, ils s'échangeaient des lettres comme de jeunes lycéens, et puis ils s'envoyaient des cadeaux. Avec l'âge et l'expérience, ils ont compris qu'il fallait aller à l'essentiel, quoi. Ils avaient été reçus par les instructeurs. Oui. Et puis, ils ont dit, bon, vous êtes de la colonie, on va essayer de vous former le plus bien possible. Donc avec eux, on avait de très, très bon contact. Les voilà donc partis. Il s'agit de voir ce qu'ils vont faire de bien ou de mal. C'est par une voiture radio que l'instructeur va se tenir en liaison avec eux, suivre le déroulement et les progrès de la manœuvre. Quand nous avions fini de voler, par exemple, on partait à 3 h de l'après-midi, on avait terminé le vol, on s'habillait, on partait en ville. Sans rien demander à personne, sans rien dire à personne. On rentrait, il fallait rentrer le soir, parce qu'on était déjà inscrit pour le vol du lendemain, il fallait être là, se reposer, etc. Mais celui qui n'était pas de vol le lendemain, il pouvait rentrer tard la nuit, personne ne lui disait rien. Hein. C'était de l'autodiscipline, on savait qu'il fallait le faire, on le faisait raisonnablement. On était tous raisonnables. La France manquait de tout. Je vous dis, les avions qui sont venus de Martinique, les mécanos ont fait des vrais miracles. Ces avions, ils n'auraient jamais dû voler. C'était la récup, mais des choses à nous. Enfin, c'était français, quoi. Il y avait des fois des petits ennuis. J'ai eu un P-36 une fois, ça pétaradait là-dedans. Hein. Et vous savez, à ce moment, on a beau ne pas penser toujours au danger, mais on serre un peu les fesses quand même. Quand vous arrivez au sol, le mécano, oh, tu as dégonflé, toi. S'il ne trouvait rien, il vous engueulait. Tu as dégonflé, pourquoi? Il n'y a rien dans ton truc. Or, ça pétaradait, ce n'était pas du rêve. Moi, je vois par exemple, le jour où j'ai fait un atterrissage sur le ventre, j'ai éclaté d'un pneu au décollage. J'ai senti l'avion faire ça. Alors, j'ai rentré le train quand même. Le train n'était pas rentré entièrement, ça se voyait. Hein. Alors, j'ai essayé à la pompe à main était tournée à vide et il n'y avait plus rien, plus de pression. Alors, dans ces cas, les consignes veulent qu'on atterrisse sur la piste en herbe. Ça roule moins et ça chauffe moins. Alors là, ils ont appelé l'ambulance, les pompiers, et tout le monde s'est mis en bout de piste. Quand la queue a touché, l'avion a basculé, l'habitacle s'est projeté comme ça au-dessus de ma tête. Pour l'ouvrir, c'était dur, c'était bloqué. Mais c'est en sortant de l'avion, de voir tout ce monde et puis la poussière de la piste qui est sur une vingtaine de mètres. J'ai les jambes qui tremblaient comme ça.
Les Américains, ils nous donnaient ceci, ils nous donnaient cela, mais ils faisaient savoir qu'ils donnaient aussi. Hein. Ils ont donné à la France des Iracobras. Les Iracobras ont un gros défaut, ils sont mal centrés, on le sait. Ils restaient en vrille sur le dos sans pouvoir être dressés. Et c'est pour ça qu'ils ont livré tout le stock à la France, ils s'en sont débarrassés. Malgré tant de deuil, tant de ruines et tant de souffrances, la joie renaît dans le monde. Et dans toutes les capitales, comme à Paris, on célèbre la victoire. Salut au jour V, à ce V symbolique que si longtemps les Français traçaient à la sauvette sur les murs et les trottoirs. La guerre mondiale, on ne l'a pas vue, on ne l'a pas faite. Parce qu'après le brevet, on a commencé les uns à l'école de bombardement à Marrakech et les autres, dont moi, à l'école de chasse Meknès. Donc j'ai terminé ma formation en décembre 1945. Hein. Alors 3 ans d'engagement, sans jamais faire la guerre, parce que tout ça, c'est du temps de formation. Il y a eu du temps déjà de discussion, etc., pour rentrer effectivement dans l'aviation. Et étant dans l'aviation, formation, 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 et encore formation accélérée. On m'a donné une affectation en décembre 1945. Hein. Après, je suis parti au Normandie-Yémen. Alors que la guerre vient de s'achever, les pilotes guyanais reçoivent enfin une affectation en escadrille. Auguste Robert Plenay rejoint le prestigieux régiment de chasse Normandie-Niemen, nouvellement basé au Bourget. Créé sur ordre de De Gaulle en novembre 1942 pour combattre aux côtés des troupes russes, cette escadrille sera de toutes les batailles jusqu'à la victoire. Ce groupe comprend de nombreux as, dont Roger Sauvage, né à Paris d'origine martiniquaise et pilote d'actif depuis 1935. Héros parmi les héros, les pilotes de l'escadrille Normandie-Niemen, qui ont gagné leur titre de gloire en Russie dans les plus durs combats de la guerre, arrivent à leur tour au Bourget. Et en faisant don à la France des 41 avions de chasse Yak-3 du groupe Normandie, le maréchal Staline a déclaré « Le combattant valeureux ne peut rentrer chez lui sans ses armes ». Mais c'est pas moi qui ai demandé Normandie-Niemen. D'ailleurs, je n'aurais jamais prétendu entrer dans un truc comme ça, moi, avec des caïds comme ça. Parce que ce type-là, il prenait un avion, il le prenait comme vous prenez un vélo, hein. Fallait voir ça. Fallait voir ça. Au Bourget, le matin, il y a un beau car qui passait nous prendre à l'hôtel Terminus Est. On cassait la croûte en arrivant, on regardait la météo. Bon, on volait pas. La plupart du temps, on volait pas. C'était l'hiver. Le plafond était toujours très bas. Et puis Sauvage était toujours là, sur le poêle, au milieu de la salle pilote. Il se fait les mains. Il est toujours fort aux mains. Il racontait un peu des choses qui se sont passées en Russie, des trucs qui m'intéressaient, quoi. Et puis il y a un sacré palmarès. Quand on ne pouvait pas voler, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je traînais un petit peu à Paris, et j'allais me balader, j'étais très libre. Il n'y avait plus de compte théorique, c'était fini. J'étais pilote de chasse, c'était tout. Alors on bouffait, on se chauffait, on jouait au volley, on repartait à Paris. Ça a duré 2 mois. Quand je suis sorti de l'école de chasse, fin 1945, on m'a donné une affectation à Trèves. Et puis le commandant du groupe m'a convoqué. Puis il m'a dit, maintenant que la guerre est terminée, vous êtes démobilisable. Alors, si vous voulez rester dans l'armée de l'air, vous irez faire un stage sur Mosquito en Angleterre pour aller en Indochine. Alors quand il m'a parlé d'Indochine, j'ai dit non, je ne suis pas, ça ne m'intéresse pas. Il n'a pas voulu aller en Indochine parce qu'il s'agissait d'une colonie, comme nous c'était une colonie aussi, il faut le reconnaître. Et puis, non, j'ai considéré que c'était une mauvaise guerre parce que je pensais qu'on pouvait régler les problèmes par la négociation. Je suis resté que 2 mois en Normandie-Niemen, janvier-février 1946, puis je suis parti. Je suis descendu sur Bordeaux, je m'avais mis sur le bateau, je suis parti à Cayenne. Pour beaucoup, c'est l'heure du retour à Cayenne. En cette année 1946, la Guyane et les Antilles deviennent départements d'outre-mer. Eh bien, quand ils sont arrivés à Cayenne, tout le monde était heureux et puis on les attendait, quoi. Surtout qu'il n'y avait pas eu de perte, il n'y a pas eu de mort. Et ils sont restés pendant très longtemps à se promener en ville, habillés en pilote. Alors, leur képi, et leur galon, et tout le Bataclan. Alors, les uns portaient la casquette avec le cercle là-dedans, ça faisait un peu rigide. Les autres enlevaient,
Et la casquette était un peu genre casquette de marin. Il roulait la mécanique. C'était les pilotes venus de guerre. Ils se présentaient comme des anciens combattants. Et aviateurs, ils ont combattu, mais ils n'ont pas fait la guerre en réalité. Et pour les chemises, alors on trafiquait un petit peu avec les toiles de parachute. Les toiles de parachute, c'est de la belle soie. C'est quelque chose de fin. Ils se promenaient comme ça, tout le monde les voyait, les saluait, était heureux de les revoir. Quand nous sommes arrivés en Guyane, on pensait rentrer dans une compagnie, mais malheureusement, il n'y en avait pas. Il y avait à l'époque un projet de lancement d'un petit service de transport aérien à l'intérieur de Guyane. Et à l'époque, le gouverneur nous a convoqués, on est allé le voir, il nous a reçus, il a dit il y a tel projet, etc. etc. Est-ce que quelqu'un parmi vous serait intéressé? On avait désigné Épailly. Et puis finalement, dès que la ligne a été créée vraiment, ils ont fait venir des pilotes de métropole. Pour mon père, l'aviation, mais c'était une aventure. Il aimait ça. Je me souviens un jour, on était en voiture et on avait pris un dodane. En prenant le dodane, on s'est retrouvé sur 8 mètres plus loin. Tout le monde a eu peur et lui, il était resté très très serein en disant tiens, ça lui rappelait les atterrissages qu'il faisait en avion. Voilà, bon, c'est quelqu'un qui vivait toujours avec ce souvenir. Il me racontait une fois qu'il avait vu un ami à lui se tuer en avion, quoi. Et que l'avion s'était enroulé autour de l'arbre. C'était avant tout des pilotes militaires, c'était pas des pilotes civils, donc c'est des gens qui avaient l'habitude de partir en mission. Malheureusement, c'était pour aller lâcher des bombes ou bien aller mitrailler. L'idée de transporter des personnes comme je fais aujourd'hui dans le civil, ça correspond plus à la même idée, à la même image, quoi, même si on se retrouve tous les deux dans un avion. Je ne sais pas comment les autres ont fait, mais moi je me suis formé personnellement. J'ai pris des cours de droit, j'ai fréquenté la faculté de droit, tout ça, comme auditeur libre, on a bossé quand même. J'ai terminé comme inspecteur de l'ADAS, inspecteur des affaires sanitaires et sociales. C'est sur des concours, ça. Et Épailly, qui aurait pu être justement le pilote de ces lignes intérieures, il est devenu géomètre. Plus personne n'est resté dans l'aviation, aucun d'entre nous. C'est assez regrettable d'ailleurs. Globalement, je ne regrette pas du tout. Même si ça n'a débouché sur rien, je ne regrette pas. C'est une période qui s'inscrit vraiment de ce que j'ai fait de passionné dans ma vie. Alors maintenant, il y a des jeunes pilotes guyanais. Ce sont des fils de mes camarades qui ont été avec nous, formés avec nous. Il y a une consolation. Ben, ça fait plaisir. Moi, je vais la fleur à la bouche au travail. Hein. Quand je reste, par exemple, une semaine au sol parce que je suis en congé, c'est vrai que parfois, ça démange un petit peu quoi, de reprendre l'avion. Quand je décolle, je vois la maison, tu vois. Je jette un petit coup d'œil et je vois bien qu'il est chez moi. Je suis dans un petit jardin. Tous les jours, je monte à Pointe-à-Pitre, je fais Saint-Martin, Saint-Domingue. Et puis pour le sud, Sainte-Lucie et Barbade. À la suite de ma carrière, pourquoi pas passer à notre machine pour aller plus loin, faire des vols sympas.
Connaître d'autres pays, ça c'est... Ouais, pourquoi pas.